Welcome Stranger, bienvenue dans cet épisode de la météo de l'étrange qui va traiter de l'actualité du cinéma mais aussi du jeu vidéo d'horreur. Et nous sommes aujourd'hui le 4 octobre 2024 et nous sommes partis... attention jingle. Et la musique qui s'en va pile à ce moment-là, c'est comme si c'était fait exprès. On va passer sur la première news de cette semaine avec du coup... attendez, je vous l'amène. La première news qui est du coup... alors, Terrifier, on va peut-être y venir plus tard. On va commencer par les petites news parce que ça, c'est un peu le gros dossier. Enfin, c'est un des deux gros dossiers que je voulais traiter cette semaine, Terrifier 3. Mais on va commencer par une petite info qui fait plaisir. Tobin Bell, donc l'acteur de Jigsaw, qui confirme que dans Saw 11, il est toujours heureux d'être là. Parce que non seulement il... en plus, on a la voix de Jigsaw, là. C'est quoi cette musique-là? Suffit, là? Ah, mais c'est une musique de Doom, c'est pour ça qu'il y a Jigsaw qui nous susurre dans les oreilles, là. Tobin... Alors, c'est encore mon site qui est vachement bien, hein, iHorror.com, mais je n'arrive pas à empêcher la traduction automatique en français, donc les articles sont dégueulasses en français. Mais globalement, l'article dit pas grand-chose, hein, c'est pour ça que c'est les premières infos de début de live. Tobin Bell revient et il ne considère pas que ceci est un piège pour sa carrière. Même Jigsaw n'est pas épargné par la réforme des retraites. C'est vrai que par contre, l'acteur commence à... Il est vieux, hein. Il est vieux. Mais bon, aux États-Unis, le concept de retraite, c'est un concept à peu près aussi nébuleux que la gauche du PS en France, hein, si vous voulez parler de légendes, genre du Père Noël ou quoi. Pardon, je pouvais pas m'en empêcher. Tobin Bell, qui ceci dit, déclare que ce n'est pas... voilà, il dit en gros, bah écoutez, si en étant catalogué, je peux créer une expérience d'acteur riche, c'est pour ça que je suis devenu acteur, c'est imprononçable, cataloguez-moi si ça vous arrange. Mais en gros, pour résumer la teneur de l'article, l'acteur ne se sent pas du tout enfermé dans le rôle, alors qu'on pourrait se dire, bon, Jigsaw, c'est pas le personnage le plus subtilement écrit de l'univers, c'est un personnage qui est mort il y a 6 films de ça. Donc tu te dis qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose, et en vrai, la saga, je pense, ne se porterait que mieux que d'abandonner ce personnage, mais ça fait quand même plaisir de voir que l'acteur, lui, ne considère pas ce rôle comme étant un piège à sa carrière. Donc voilà, c'était la petite info un peu rapide. Je suis assez content de voir que cet acteur cherche à se renouveler dans ce rôle-là, alors qu'il a quand même pas grand-chose à jouer, même si j'avais bien aimé le personnage dans Saw 10, puisqu'il était dans une position de faiblesse qui changeait un petit peu d'habitude. Moi, c'est une saga que j'aime beaucoup, comme toutes les sagas qui ont plus de 6... Et encore, je suis gentil, de plus de 6 opus, c'est évidemment catastrophique sur la plupart des opus, hein, ça reste des films globalement pas très bons. Mais ils le savent, ils ont une sorte de petit regard sur eux-mêmes. Moi j'aime bien la saga Saw, c'est mon petit plaisir coupable. J'aime beaucoup cette saga et je suis très content que notre bon vieux Tobin Bell soit heureux dans ce rôle-là. Voilà, c'était la petite news rapido. Deuxième news de la semaine... la date de sortie de Scream 7 a été annoncée, ainsi que des actualités sur le casting de l'équipe. Et alors là, on rentre déjà un peu plus dans du débat, parce que ce Scream 7, il a été fait dans la sueur et les larmes, et dans le sang, hein, comme l'indique subtilement cette photo, puisqu'en termes de casting, c'est une hécatombe. Étant donné que notre... alors, je dis, la seule personne qui revient, c'est Neve Campbell. J'allais dire, Neve Campbell ne reviendra pas, mais si. Mais en gros... Ce qui est compliqué, c'est que, inversement, Courtney Cox, elle est répertoriée sur IMDb comme faisant partie du... ça va devenir politique. Ah, un petit peu, oui. Elle est annoncée, du coup, sur la page IMDb du film. Elle est annoncée comme membre du casting, mais... Bon, a priori, c'est pas super clair. Enfin, les mentions qu'elle fait de sa présence sont pas super claires. Je ne suis pas forcément inscrit, écrivait-elle. On va voir directement à la source. I'm not officially signed on for Scream 7 yet. And après ça date de septembre. Pour le coup, Courtney Cox, c'est pas l'actrice sur laquelle je me suis le plus renseigné sur sa position par rapport à ce film-là, j'avoue. Mais en gros, même elle, qui est quand même un peu la tête de gondole de cette saga, c'est pas complètement sûr que le 7 l'inclura.
Mais surtout, les départs qui ont été le plus remarqués, c'est ceux de Melissa Barrera et de Jenna Ortega, puisque les deux... alors, Melissa Barrera a été virée et Jenna Ortega a, par solidarité envers son amie, décidé de partir. Sauf que ce que l'article ne dit pas, c'est que Melissa Barrera a été virée pour avoir critiqué le génocide palestinien. Et on est en 2024 et juste dénoncer le plus grand génocide du siècle. Bon, après, le siècle ne vient que de commencer, s'il vous plaît, c'est pas un concours, mais ce qui est pour l'instant le plus grand génocide du siècle, le fait de dénoncer ça en public a valu à Melissa Barrera de se faire cancel. Donc, comme quoi, peut-être que la cancel culture n'est pas l'apanage de l'extrême gauche, peut-être même que c'est uniquement l'apanage de l'extrême droite. Je ne sais pas, à vous les studios. Coupez, on va se faire cancel nous aussi. Bref, je trouve ça très courageux de la part de Jenna Ortega d'avoir fait ça parce que elle a sa carrière. Hein, Jenna Ortega, elle n'avait pas forcément besoin de Scream pour continuer à avoir la carrière qu'elle a. Mais ça reste quand même une actrice qui venait à peine de commencer à vraiment percer. Et ça reste intéressant de voir qu'elle a quand même de quoi un peu back ses opinions avec des actes. Moi, je trouve ça assez honorable de sa part. Et oui, le réalisateur qui était initialement prévu, Christophe Landon, est aussi parti. Donc, ça fait que la sortie de Scream 6 sera du coup le 27 février 2026. Scream 7, pardon. Je sais pas forcément ce qu'il faut attendre de ça, étant donné que le 5 et le 6 étaient des films qui allaient un peu trop... Comment dire ? En fait, disons qu'il manquait presque au nouveau Scream. Alors, ça va être dur d'expliquer ça, mais une critique méta des critiques méta. Ah, accrochez-vous. Les premiers Scream, ils s'étaient fait connaître, et à raison, pour être des critiques méta du cinéma d'horreur, où ils se moquaient du genre, ils se moquaient des timings horrifiques, ils faisaient des espèces de blagues basées sur la connaissance du public des règles d'horreur. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est omniprésent dans le cinéma, c'est la nostalgie et le méta. Le méta, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Deadpool. C'est le fait qu'un personnage dise « Oh là là, je suis dans un film ». Sauf que du coup, dans Scream 5 et 6, il y a des personnages qui sont très méta, comme dans les anciens, mais il n'y a pas de regard sur ça. Il n'y a pas de regard de « Oh franchement, des personnages qui sont au courant qu'ils sont dans un film, c'est chiant ». Et du coup, moi, c'est un truc qui m'avait un peu frustré dans les deux derniers. À voir où va la saga. En fait, elle a un boulevard pour parler de trucs très intéressants, mais faudrait que je revoie le 5 et 6 pour être honnête, mais moi, j'avais pas trop accroché. Je crois que le départ d'Ortega était prévu avant le renvoi de Barrera. Alors moi, je sais que j'avais vu des tweets d'elle, ou peut-être que du coup, c'était prévu d'avant, mais en tout cas, elle avait utilisé sa stature pour dire « C'est scandaleux ce qui se passe, ne m'attendez pas sur ce projet, même pour faire une voix off, quoi, a priori. » Donc, moi, j'avais vu passer ça sur Ortega. Donc voilà, c'est une excellente nouvelle pour les fans de la franchise. Oui, mais at what cost, en fait. At what cost, ça reste quand même un film qui, j'irai le voir. J'essaierai d'être honnête avec ce qu'il a à proposer, mais avec un background comme ça, de virer ses actrices pour différents politiques, c'est quand même pas terrible, sachant que j'avais trouvé un petit article aussi sur Neve Campbell, qui elle n'était pas là dans Scream 6, mais sera là dans le 7 a priori, à cause de différents salariaux. Alors ils disent différents salary dispute, c'est qu'en fait elle s'était rendue compte qu'elle était moins bien payée que des hommes qui avaient moins d'heures de présence qu'elle. C'est-à-dire que c'est la star de la saga, à côté de Courtney Cox, c'est celle qui a fait le plus connaître la saga Scream. Et il se trouve qu'elle était quand même moins bien payée que certains personnages masculins qui avaient moins d'heures d'elle, moins d'heures de travail qu'elle. Je vais y arriver. Elle avait parlé de ça notamment pendant un live avec Jamie Lee Curtis, qui, je vous résume un petit peu l'article, pour le coup, lui commence un tout petit peu à dater, mais qui en gros, elle parlait des différences salariales entre, par exemple, comment s'appelle alors c'est pas un figurant, mais en gros la silhouette plus qui faisait du coup Michael Myers dans les films Halloween,
Et ben a priori, les acteurs successifs de Michael Myers ont gagné plus d'argent que Jamie Lee Curtis sur la saga Halloween. Et tu te dis, ben alors oui, il est classe, hein, Michael Myers, mais c'est littéralement un rôle sans texte où t'as juste à te tenir comme ça devant la caméra et ça passe. Un peu scandaleux comparé à un rôle quand même qui est sacrément physique et sacrément qui peut être sacrément nuancé d'une Scream Queen. Du coup, c'était sur ces différents-là que Neve Campbell avait un petit peu gueulé et n'était pas revenu sur le 6, mais reviendra a priori sur le 7, donc j'ose espérer qu'elle a tapé du poing sur la table et qu'elle a eu un soutien syndical pour être un peu mieux payée, bordel. Voilà, globalement sur Scream 7, c'était ce que j'avais à dire. On verra. On verra. Moi, d'un point de vue cinématographique, j'avoue que ça fait un moment que j'ai pas vu les Scream, donc il faudrait que je me les revoie un peu à froid, histoire d'en avoir une vision un peu plus globale avant la sortie du 7. C'est une saga que, honnêtement, j'aime bien, mais où j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que j'ai eu le malheur de les regarder un peu tous d'un coup. Du coup, ils se brouillent un petit peu chacun dans ma mémoire. C'est un peu dommage. Mais voilà, globalement, c'était un mini résumé des dramas Scream 7 de ces derniers mois, en vérité. Donc voilà, les fans devront attendre jusqu'au 27 février 2026. Au moins, ils prennent le temps de revoir le film un peu de fond en comble, a priori. On verra bien. Ensuite, la prochaine news, on peut fermer ça. On continue sur une mini news, on enchaîne un petit peu entre les gros trucs et les petits sujets. Un petit trailer pour un jeu qui m'a l'air bien sympathique. Qui s'appelle du coup While We Wait Here, qui sera du coup un jeu d'horreur psychologique de simulation de restaurant. Et alors ça, je trouve ça assez fun comme idée. Et du coup, c'est le studio Bad Vice Game qui du coup tiennent parole par rapport à la date annoncée de While We Wait, qui sortira donc bien en 2024, plus précisément le 23 octobre sur PC via Steam et l'Epic Game Store, toujours pas sur GOG, bordel, pourquoi j'essaye de passer sur GOG alors que rien ne sort sur cette plateforme. Et il aura aussi une sortie conjointe sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series et Nintendo Switch. Le prix sera de 5$ et aura une réduction le jour du lancement. Ben voilà, ça c'est des prix anti-inflation, tu fais pas mieux. Et c'est normal parce que le jeu a un feeling un peu rétro gaming, vous voyez les graphismes un peu PS1 volontaires. On avait déjà parlé de jeux comme ça la semaine dernière sur l'émission. C'est en train de revenir à la mode et pourquoi pas, après tout, la nostalgie touche le cinéma, il fallait bien qu'elle touche le jeu vidéo, y compris dans ses graphismes. While We Wait Here, c'est un mélange entre de la gestion de cuisine, une simulation de restaurant, et un jeu d'horreur psychologique. Vous serez en charge de faire tourner un petit diner local à côté d'une chaîne de montagne, prenant les commandes de la part des clients. Il faudra faire la cuisine, servir la nourriture et les maintenir heureux. Mais les choses vont évidemment pas rester aussi simples puisqu'il y a des des broadcasts de radio qui annoncent une catastrophe imminente. On est en train de faire un let's play sur un jeu basé sur une horreur radiophonique aussi. C'est quand même rigolo que là on en reparle. Par-dessus les personnages, il y a désormais cette menace catastrophique de la fin du monde. Certains de vos clients ont l'air de l'ignorer, totalement aveuglés par leurs autres problèmes. Ils minimisent la chose ou ils refusent de la croire. Certains accueillent ceci comme un châtiment par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et à mesure que vous faites le service dans le diner, vous entendez leurs histoires en leur offrant de la nourriture. Them food for thought. Alors ça c'est un peu introduisible. Vous leur offrez de la nourriture et de l'écoute, en gros. Est-ce que vous arriverez à les convaincre d'aller dans un abri ou est-ce que vous allez les rejoindre pour rider la fin du monde? Ça a l'air d'être un jeu, moi ça me fait penser un petit peu à Valhalla, mais avec plein de 4 et de 3, parce que c'est un jeu de gamer où du coup vous jouez une espèce de bartender, mais en fait le jeu c'est pas vraiment faire les cocktails, c'est écouter les histoires des gens. Ça m'a l'air d'être un peu le même concept. Encore une fois, on va pas regarder les trailers tout de suite, question de droit d'auteur, tout ça. Si vous voulez voir les réactions aux trailers, abonnez-vous à Twitch, mes chers spectateurs YouTube.
Sur Twitch, on peut regarder les trailers sans souci. Sur YouTube, je préfère pas les reposter tels quels. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup ce genre de truc. J'aime beaucoup, en fait, j'aime beaucoup les mélanges des genres. Et du coup, un simulateur de restaurant, c'est sympa. Moi j'adore les jeux de simulation. Mais dans une ambiance un peu fin du monde, où il y a un côté un peu visual novel machin, moi je dis franchement, ça peut être assez intéressant. Donc, affaire à suivre. Ah, Raoru qui vient de débarquer. Attendez quoi? Ortega est parti de Scream. Bonjour, la modération est arrivée. Oui, Ortega, ça fait un moment qu'elle a annoncé qu'elle partait de Scream. Ça fait quelques mois là déjà quand même. Mais oui, Ortega n'est plus là. Paraît-il que c'était prévu. Je ne me souviens pas assez bien de la fin de Scream 6 pour être sûr que c'était effectivement prévu ou pas. Je me suis dit, je crois que la fin était assez ouverte. Mais du coup voilà. Where We Wait Here est développé et édité par Bad Vice Game, qui va être le premier jeu du studio. Oui, tout à fait, c'est effectivement juste. Merci, monsieur le journaliste Raoru. C'est effectivement le premier jeu du studio. Moi, ça m'a l'air prometteur comme mélange des genres. Faut accrocher au graphisme, on verra le trailer tout à l'heure. Mais là, on va passer sur le premier gros dossier de cette semaine. Là, on commence à sortir les fourches. On commence à dire ah là là, on peut plus rien dire dans ce pays puisque bam, le marteau de la justice, le marteau du comité de censure. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Maintenant, ça a changé de nom quand même. Terrifier 3 sera le premier film d'horreur en France à être totalement interdit aux mineurs depuis Saw 3 en 2006. Saw 3 qui avait été interdit notamment par rapport à la scène de les opérations au cerveau là. Ah, comment ça s'appelle c'est lobotomie. Oui, c'est ça. Oui, il y avait une lobotomie dans Saw 3. C'est ça. Et elle était très bien filmée. Et du coup, le film s'était fait, je crois, un peu attraper la veste par rapport à ça. Premier film interdit aux moins de 18, alors qu'initialement, il était prévu pour être moins de 16. Trépanation. Ah oui, c'est ça, c'était une trépanation dans... oui, la lobotomie, c'est après la mort. Oui, tu fais pas... Oui, non, la lobotomie, il faut enlever le cerveau. Non, là, c'était une trépanation dans le 3, effectivement. Dans le sequel de la saga de slasher de Damien Léonèse, elle fait actuellement des vagues au Royaume-Uni, puisque en fait il y a eu une première récemment qui a été organisée au Royaume-Uni, et du coup plusieurs personnes sont parties de cette première, notamment a priori 9 personnes seraient parties dans les 10 premières minutes du film, parce qu'apparemment sa scène d'introduction est particulièrement cauchemardesque, machin. On en parlera plus tard, moi ça m'atteint pas trop ce genre de news. Le comité de classification en France a donc draw a line, a tracé une ligne rouge et a interdit du coup les mineurs d'aller voir Terrifier 3. C'est une première dans le genre horrifique depuis la release. Oh vas-y, j'arrive pas à traduire ça. Depuis la sortie. Merci. Depuis la sortie de Saw 3 de Darren Lynn Bousman en 2006. Et du coup, voilà, les distributeurs du film, qui sont du coup en France ECS Éditions et Shadows, ont fait Factory Film, ont fait un communiqué que... Alors là, en gros, ils font un résumé en anglais du communiqué, mais je voulais juste avoir l'intro ici. Et voilà, le communiqué officiel de Shadows, de ESC... Pas facile, hein, l'orthographe. Édition et Factory Film, le communiqué du coup du vendredi. Là, on est dans de la breaking news. On est vraiment dans de la breaking news. Breaking news, Terrifier sera interdit aux moins de 18 ans. Les distributeurs ECS Éditions, Shadows Film et Factory Film regrettent vivement la décision finale de la commission de classification qui a décidé d'interdire le film Terrifier 3, réalisé par Damien Léonet, aux spectateurs de moins de 18 ans. Parce qu'effectivement, pour le contexte, à la base, le comité avait classé le film en moins de 16 ans. Bah, ils le disent juste après. Je continue de lire le communiqué. Après un premier examen du film par le comité de classification, l'avis rendu ne préconisait qu'une interdiction du film aux mineurs de moins de 16 ans, sans avertissement. Nous ne pouvons que déplorer ce choix final inattendu, qui donc a été annoncé dans la journée. Hein. Donc là, vraiment, le film sort le 9 octobre. Donc vous imaginez comment il faut repenser l'intégralité de ta communication dans les derniers jours. C'est très dur d'infliger ça à un film aussi proche de la date de sortie. Nous ne pouvons que déplorer ce choix final inattendu qui va gravement nuire à la sortie du film, attendu par des dizaines de milliers de spectateurs français et prévu dès le 9 octobre prochain, et bien entendu maintenu. Ils vont pas négocier, ils vont pas repousser la sortie, ce sera encore pire pour eux.
Terrifier 3 est un film d'auteur s'inscrivant dans la plus pure tradition du genre dit slasher. Là forcément c'est une publication publique, ils résument un petit peu la base des bases. À la violence parfaitement grand guignolesque et irréaliste. Le film ne se prend jamais au sérieux et nous savons que les spectateurs auront toute la distance, toute la maturité nécessaire pour comprendre et appréhender cette démarche artistique. Pour l'instant je lis juste, ensuite on va discuter un petit peu. Par ailleurs, depuis maintenant plus de 2 ans, nous travaillons quotidiennement et sans relâche pour défendre un cinéma de genre libre, créatif et radical, systématiquement salué par la presse et les spectateurs. Le public à qui s'adressent ces films, même adolescents, est un public cinéphile passionné et respectueux des œuvres et des salles qui les diffusent. Nous rappelons en effet que 4 de nos sorties récentes furent assorties d'une interdiction aux mineurs de moins de 16 ans, dont Terrifier 2, et jamais la moindre d'entre elles n'a occasionné le moindre débordement en salle. L'histoire du cinéma de genre, ses excès et ses outrances sont intimement liés à l'histoire même du cinéma, avec un grand C. Restreindre son accès aux spectateurs sera toujours une décision grave, au message inquiétant, isolant les auteurs et les éloignant de leur public. Pour rappel de Terrifier 3, pour avoir un petit peu de contexte, voilà. Pour avoir un petit peu de contexte, c'était quand même un film qui, le 2 notamment, avait 250 000 de budget pour 10 millions de box-office mondial, et il avait effectivement plutôt bien marché en France. J'ai pas pensé à regarder les chiffres directement français, mais on peut faire ça rapidement. Hop. On va aller voir la source sur Box Office Mojo. Terrifier 2. Terrifier 2. Allô? Terrifier 2. Terrifier 2, je veux voir Domestic Emma Spain France. France, il avait fait 482 000 de recettes. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'avec Box Office Mojo, on ne voit pas forcément le nombre d'entrées. Cast and Crew, All Time Rankings. J'essaie de voir. Ce qui fait que la... Oula, pardon, j'ai reçu un message. Ouais, ce qui fait que la... Rank, je sais pas si... Ça doit pas être le nombre d'entrées. Mais ce qui fait quand même que la France, par rapport aux autres pays qui ont pu voir le film, globalement, ça a été un succès américain avant tout. Mais la France n'est pas... Elle est dans le top 4, mais il y a quand même un gros écart par rapport au reste. Par rapport au reste. Raoult, Internet Explorer roux. En vrai, Terrifier 2 aurait mérité un interdit au moins de 18 ans. Alors, en vrai, le débat est intéressant. Et le débat est éternel en termes d'interdiction aux mineurs. Là, en gros, ce qu'arguent Shadows, ESC et Factoris, c'est en gros l'ambiance en salle, en partant du principe, qui n'est pas forcément faux, que la question n'est pas une question morale, mais une question un peu logistique d'organisation des salles de cinéma, dans le sens où si vous avez fait une séance de films d'horreur dans vos vies, vous savez que les films d'horreur qui ne sont pas interdits aux moins de 18 ans, et encore les films interdits aux moins de 18 ans, il y a quand même des fois ce genre de public, il y a des gens qui crient, qui surréagissent, qui rigolent à des moments étranges, et c'est pas dans la culture cinématographique de tout le monde. Moi je sais par exemple que la première fois que j'avais vu Us au cinéma, j'avais passé une séance horrible, parce qu'il y a des gens qui rigolaient à des moments où le film n'était pas spécialement comique. Us a des éléments comiques, hein. Jordan Peele, il maîtrise quand même sa comédie, mais il y avait des moments où j'étais un peu en mode « ça va, oui ?» Et en même temps, le dernier paragraphe est tout à fait vrai, c'est que le fait de penser une séance de cinéma comme étant une espèce de séance de musique classique où on moufte pas et on dit rien, ce n'est qu'une convention de cinéma parmi d'autres. Il y a d'autres séances de cinéma où les gens cherchent le bruit, cherchent l'interaction. L'exemple ultime de ça, c'est le Rocky Horror Picture Show, où les projections de ça, on s'attend à ce que les gens dans la salle reproduisent quasiment mot pour mot le film. Pour des premières projections, ça peut paraître un peu plus chiant parce que tu dis bah non, j'ai envie de profiter du film, mais est-ce que entendre ton voisin hurler attention derrière toi, est-ce que ça fait pas partie aussi du charme des films d'horreur? Typiquement, moi quand je regarde des films d'horreur avec des potes, on ne fait que ça. Et pourtant, c'est des fois sur des films qu'on n'avait jamais vus avant. Donc, est-ce que ça diminue l'impact du film? Je pense pas. Je pense que c'est un petit peu à l'appréciation de tout le monde. Oui, ça peut gâcher la séance pour certains. Dans d'autres cas, non.
Évidemment, il y en a toujours qui vont sortir les exemples les plus grandiloquents de gens qui jettent du popcorn, machin. En fait, globalement, tant que c'est fait dans le respect des salariés du cinéma, c'est-à-dire que tu fous pas de crasse, parce que bah, c'est pas toi qui nettoie, et que tu casses pas du matériel, il y a une partie de moi qui a envie de pas être un vieux con et de dire bah pourquoi pas. Pourquoi pas un peu de retour d'une version vachement plus ancienne du cinéma où c'était montré dans le cirque, dans les foires, et on attendait à ce que le public réagisse en live. Pourquoi pas? Donc sur cet aspect-là, je suis plutôt d'accord avec Shadows Film, etc., etc. Après, sur l'argument que tu soulèves, Raoru, sur le côté plus moral de est-ce que des gens du coup, là, on parle d'une interdiction potentielle. Là, on va parler en gros de la différence entre le moins de 16 et le moins de 18. Bon, on va repasser en onglet discussion en fait, parce que là, je lis plus d'articles. La différence entre moins de 16 et moins de 18, c'est quelque chose qui a été beaucoup théorisé. C'est pas évident, parce que en gros, là, il faudrait quasiment parler de la philosophie du qu'est-ce que c'est que l'âge, qu'est-ce que c'est que vieillir, qu'est-ce que c'est que la jeunesse, finalement, et sur le concept même du traumatisme. Genre, est-ce que véritablement un film peut te détruire? C'est un peu ça qu'on essaie de penser fondamentalement avec la censure, c'est est-ce que montrer un film à quelqu'un de 16 ans, de 17 ans ou de 18 ans, est-ce que ces trois catégories d'âge peuvent assimiler de la même manière un film soit particulièrement violent, soit particulièrement pornographique. C'est un peu les deux catégories qui sont censurées. On pourrait y passer des heures. Moi, je suis un grand défenseur que la peur, on va pas forcément parler de gore là-dedans, mais au moins la peur, est un élément vital dans le développement d'un ado. Et même d'un enfant. C'est pour ça que je trouve qu'on manque cruellement de films d'horreur pour enfants, comme Coraline par exemple, qui est totalement regardable par des enfants, mais qui va leur apprendre des choses via la peur. C'est très contre-intuitif, on se dit bah non, les enfants, faut les chouchouter, il faut les préserver du monde, et bah non, faut aussi les préparer au fait que le monde n'est pas toujours sympathique. Et pour ce qui est des ados, c'est quand même beaucoup se mettre des visières devant les yeux que de se dire qu'ils n'ont pas déjà vu des images atroces, tout simplement parce que la dénomination moins de 10 et moins de 12 permettent déjà beaucoup. Genre, vous avez regardé, je sais pas moi, la série Bones. Alors, je prends un exemple de boomer, hein, désolé, mais la série Bones, c'est interdit moins de 10 ans. Le concept même de la série, c'est que alors, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais l'anthropologue? Non. Paléontologue? Celle qui analyse les os, là, eh ben, elle analyse des squelettes. Et c'est souvent des gens qui, du coup, il reste des morceaux de chair, des fois, il y a des yeux qui restent, et tu te dis, bah, c'est super graphique. Moins de 10 pour la plupart des épisodes. Et surtout que si tu regardes historiquement le changement de classement des moins de 10, moins de 12, il y a des films aujourd'hui qui auraient été considérés comme un moins de 18 à l'époque qui sont devenus des moins de 10. Est-ce qu'on a des populations entières traumatisées qui se jettent sous leur table à la moindre mention de Jason? Je pense pas. Je pense pas. Je me souviens de la séance de It Chapter 2 où derrière moi, les jeunes faisaient semblant de s'embrasser quand il y avait une scène de flirt et criaient tout le temps. En vrai, je trouve ça... Mais par contre, c'est vrai que ça ne fait pas la même séance. Mais ça ramène un peu de spectacle vivant dans un art mort qu'est le cinéma, quelque part. Mais en gros, cette différence entre moins de 16 et moins de 18, la question fondamentale d'un point de vue moral, ce qui n'est pas ce sur quoi Shadows, etc., critique le comité, hein, mais c'est ce que globalement les gens vont se dire, c'est « Ah mais en même temps, pourquoi on va montrer ce genre de film à des enfants ?» J'en parlais un petit peu au début de l'épisode, mais c'est un commentaire là sur la page Instagram de Shadows qui m'y fait penser. On est en train de vivre le génocide le plus meurtrier potentiellement de l'histoire. On voit ces images partout sur les réseaux sociaux, avec une modération qui laisse cruellement à désirer, même si l'existence de ces images sont importantes. Et là, dans une œuvre dans laquelle on suit un clown immortel sur des personnages fictifs, là, cette violence-là serait considérée comme impossible. Quand bien même en France, on a diffusé, encensé et encouragé la production de Bac Nord, qui est un film que je trouve autrement plus scandaleux que Terrifier 2 ou 3. Pas parce que c'est gore, mais parce que les messages de Bac Nord sont dangereux.
Bac Nord est à lui seul responsable d'au moins 2 points dans les sondages du RN, j'en mettrais ma main à couper. Alors que Terrifier, globalement, tu sors du film et tu fais... quand même... eh, c'était... ouais, ils sont allés fort avec le sein, hein. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai pris un accent du style. Mais en fait, Terrifier est inoffensif dans son message, je trouve. À la limite, si on veut creuser un peu, on pourrait dire que c'est un peu graveleux, que c'est toujours des meufs qui sont en train de se faire charcuter. En vrai, c'est des critiques sur lesquelles je suis d'accord. Mais c'est pas un film malveillant dans le sens où il veut faire du mal à une catégorie de personnes spécifiques. Là où des films comme Bac Nord, par exemple, désolé, je continue cet exemple, bah, ils auraient nettement plus mérité la censure. Même si la censure, dans tous les cas, moi je suis pas totalement contre, parce que dès que tu l'utilises contre l'extrême droite, 2 ans après, ça te retombe sur la pomme. Il y a à préparer à la peur et à avoir un film très sanglant. Terrifier est une saga très gore où les morts durent une éternité et sont très graphiques. Je pense qu'il y a un juste milieu et pourtant je suis le premier à défendre que la sensibilité dépend de l'enfant. Je dirais déconseillé aux moins de 18 plutôt qu'interdit pour Terrifier 3. Alors oui, c'est vrai que t'as les autres trucs déconseillés aux moins de 18, là c'est interdit aux moins de 18. Bon après les déconseillés, ça n'a jamais eu aucun impact sur la consommation concrète des gens, donc c'est des trucs qui sont encore utilisés, mais c'est vraiment quand le comité abandonne et met juste une espèce de note de, de note de blog, quoi. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Haru, t'as déjà un petit peu répondu à ça. Mais je pense que la censure est jamais une bonne chose. Et je pense que le gore de Terrifier est pas forcément le plus dangereux. J'essaie de réfléchir en fait à d'autres exemples que Bac Nord, parce que Bac Nord c'est une violence très très symbolique, mais qui est présente quand même. Par exemple, il y avait un film que j'avais... Ah, comment il s'appelait? C'est un film, peut-être que vous l'aurez, qui était sorti sur Shadows d'ailleurs, entièrement en plan séquence. Entièrement en plan séquence, où on suit... en gros, on suit un groupe de femmes aux États-Unis, un groupe de... Vous savez, j'ai envie de dire de commérage de quartier, vous savez, des espèces de groupes de petites bourgeoises dans leur banlieue pavillonnaire, sauf que ce sont des nazis, littéralement, ce sont des souverainistes d'extrême droite, fans du Ku Klux Klan, tout ce que tu veux, et qui vont assassiner 2 personnes d'origine latino-américaine, et le film sert à rien. Genre, il ne fait que montrer la violence, une violence atroce envers des latino-américaines, sans vraiment dire grand-chose de plus. Et typiquement, ce film-là, bah... Évidemment que l'extrême droite l'a kiffé et qu'il y a plein d'influenceurs d'extrême droite qui ont dit bah c'est trop bien comme film. Et je n'arrive pas à me souvenir de son titre. C'est quand même terrible. Faut que je le retrouve parce que là je vous parle dans le vent là. Là vous voyez pas film, plan, séquence, femme. Il avait des distribués sur Shadows. La soif du mal, non. non. Ah, je suis plus abonné à Shadows, du coup je peux pas regarder le... Soft and Quiet, voilà. Qui, paradoxalement, avait été fait par une femme latino-américaine, mais qui a été très critiquée par la communauté latino-américaine. Typiquement, ça c'est un film où la violence, pareil, n'est pas si forte que ça, mais où par contre, ce que tu retires du film est vachement plus dangereux que de la violence pure, quoi. MeToo est tellement en avance sur les news qu'il a lancé le sujet de Terrifier 3 en même temps que Bloody Disgusting vient de tweeter sur l'interdiction en France. Bah, j'ai regardé leur article qui en fait est sorti genre 5 minutes avant le début du live, donc là oui c'est breaking news. Donc moi je suis de toute façon relativement contre la censure. Je pense très honnêtement que traumatiser des gosses, et encore là évidemment les gens vont exagérer en disant « Oh, pensez à nos enfants, à 16 ans ce ne sont plus des enfants, à 18 ans encore moins ». C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que c'est ce que tu disais, Rao, à un moment, c'est que y a des enfants qui ont été traumatisés par le petit pied. Mais c'est un bon traumatisme, parce que c'est un film qui va affronter directement les thématiques du deuil, les thématiques de faire face à l'adversité pouvant des fois, mais pas que, être des tyrannosaures qui ont dévoré ta maman. Oui, bon, bah, c'est un film violent, hein. Spielberg, il nous voulait du mal quand on était gosse. Ça fait partie du développement des enfants d'avoir peur et du coup d'être confrontés à celle-ci. Et j'aimerais vraiment en faire une émission dédiée à un moment, ça, parce que je trouve que le sujet est passionnant.
Pour ce qui est des enfants de 16 ans, je pense qu'il faut arrêter de prendre les ados pour des enfants éternels. Ils ont déjà vu des meurtres à la télé, ils ont déjà vu des trucs sur Twitter, même s'ils auraient pas dû. Et je vais pas non plus rentrer dans le rien n'est traumatisant. Il y a énormément de documentation, par exemple, sur le fait que comment ça s'appelle déjà? Pas les snuff movies, mais les snuff pictures. En gros, le fait de regarder des vrais gens mourir à la caméra, ça traumatise des gens, ça les rend maniaco-dépressifs, etc. Par exemple, les images du génocide gazaoui en ce moment qui se répandent, même si l'existence de ces images est importante, elles ont un potentiel traumatisant, mais parce qu'elles sont vraies. Je pense qu'à partir du moment où c'est du cinéma, et où justement dans Terrifier, les gens ont visiblement 38 litres de sang par centimètre carré de peau, moi je fais quand même confiance aux ados pour se décrocher de ça. Je veux dire, moi quand j'étais ado, j'ai vu des films que j'aurais pas dû voir, et je vais très bien. Ceci dit, maintenant j'ai une chaîne entière dédiée au fait que j'aime que je défends des films assoiffés de sang. Mais nonobstant, je vais très bien. Non? Vous trouvez pas? D'ailleurs, pour ceux qui ne suivent pas cette saga, la saga Terrifier est une saga où on suit Art le clown, le terrible tueur en série qui va tuer ses victimes de manière sanglante. La saga est réalisée par Damian Leone. Oui, par contre, on va quand même parler 2 minutes de la saga en elle-même. Fan. Je viens de passer un quart d'heure à dire « Oui, la censure !» Attendez, je vous le fais. La censure n'est jamais une solution, camarade. Car qui censure une fois, censurera toute sa vie, oui. Donc voilà, je viens de passer un quart d'heure à défendre Terrifier 3 en mode « Il faut pas l'interdire aux moins de 18 ans », mais c'est une saga que moi je... En vrai, faudrait que je les revoie peut-être, mais je comprends pas spécialement là où ça veut aller. En fait, j'ai des bons points à dire sur certains moments du film, enfin des 2 films, mais globalement, si tu me dis viens on se fait une soirée Terrifier, un peu la flemme. Un peu la flemme. Par exemple, moi un truc que j'avais adoré dans le 1, c'est le retournement de cliché de Art le clown qui utilise une arme à feu. Pour ceux qui sont fans de slasher, les armes à feu c'est interdit. Parce qu'une arme tranchante, ou contondante, mais souvent tranchante et surtout perçante, c'est une allégorie sexuelle. Ça a été théorisé des dizaines de fois par des gens bien plus intelligents que moi, notamment Damoiselle d'horreur. Allez la follow si vous l'avez pas fait, bande de saugrenus personnages. C'est une métaphore sexuelle de la pénétration par une arme qui a quand même souvent une forme... Je vais me faire cancel sur YouTube si je dis ça, mais globalement, la métaphore est là. Et le fait que Art le clown, en plein milieu du film, sorte un gun, c'est un interdit dans le slasher. T'as pas le droit de faire ça, c'est pas du jeu. Surtout que c'est un moment où l'héroïne était sur le point de l'arrêter, c'est pas du jeu. Et des fois, en fait, dans sa cruauté, Terrifier devient brillant. Pareil, le fait que toute la fin du film, enfin pas toute la fin, mais pendant une bonne partie de la deuxième partie du premier film, c'est compliqué hein, à suivre ça. En gros, l'acte 2 du premier film, Terrifier va porter la peau du personnage principal. Il l'a tué et ensuite c'est sa sœur qui débarque. Il nous fait une petite psycho en fait où c'est une deuxième héroïne qui débarque pour être elle la vraie Final Girl. Et ça c'était d'une cruauté, d'une méchanceté qui était infâme à voir, mais qui était brillant. Moi j'étais vraiment en mode oh mais j'avais jamais vu un méchant de slasher aussi méchant. Et pourquoi est-il aussi méchant? Et le 2 arrivait un peu à ce niveau-là, même si, bon, la fameuse scène de mort, machin, on en pense qu'on veut. Moi, j'ai trouvé ça graphiquement génial, narrativement pas si intéressant que ça. Ce qui était génial dans le 2, c'est l'héroïne principale qui devient une adepta sororitas à la fin, avec une épée de flamme. Et d'un coup, Terrifier proposait une Final Girl qui allait tellement plus loin que d'habitude que ça en redevenait fun. Donc en vrai, Terrifier, c'est une saga qui a plein de défauts, mais par contre, quand elle a des qualités, je les trouve super. Oh non, pas le filtre l'abbé Pierre. Non, alors c'est cancel l'abbé Pierre maintenant, désolé. La modération qui fait les transitions. Non, mais effectivement, c'était dans mon brief, mais j'avais... Merci beaucoup Raoult pour cette pour cette transition de qualité. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur Terrifier. Ah non, si, on n'a pas le budget du film, mais au fur et à mesure des interviews, il y a notamment Horreur Québec qui a publié une petite compilation d'interviews où ils disent le budget de ce 3e volet devrait être l'ordre des 7 chiffres. Ce qui, pour rappel, est littéralement à minima 4 fois plus que Terrifier 2, qui avait été budgétisé à 250 000 $ américains.
et qui en avait rapporté 15 millions. Donc évidemment, quand tu ramènes autant de fois ta somme initiale, t'inquiète que il te donne du budget. Donc 7 chiffres, est-ce que ça veut dire 1 million ou 9 millions? On sait pas trop. Pour comparaison, Conjuring, qui est un des films d'horreur les plus chers de ces dernières années, coûtait 37 millions de dollars. À mon avis, on ne sera pas de cet acabit-là, hein, loin de là. Mais vu qu'il a rapporté 15 millions, c'est probable qu'il est, moi je dirais, entre 10% de cette somme, donc 1,5 million, et autour des 4 millions. Je pense que quand tu es un investisseur, même un peu tête brûlée, tu dépasses pas les 4 millions pour un film qui a une rentabilité de 15 millions sur son opus précédent, sachant que les suites font toujours un peu moins bien en moyenne que les anciens, même si pour cette saga-là, ça pourrait être l'inverse, vu que les films sont de plus en plus connus au fur et à mesure qu'ils sont commercialisés. Voilà, c'était tout pour Terrifier. C'était un peu décousu, désolé, mais j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez en commentaire. Je sais, c'est la phrase de youtubeur cliché, mais moi ça m'intéresse parce que la question de la censure dans l'horreur, c'est quelque chose qui est très 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 prévalent dans ce média-là. Et à choisir, moi je suis toujours plus fan de commercialiser un film qui n'avait absolument pas sa place là, plutôt que de détruire une œuvre qui aurait dû devenir un chef-d'œuvre. Parce que l'horreur, c'est un champ d'expérimentation des possibles, de ce qui est possible de montrer au cinéma, et c'est important. C'est important de repousser les limites de ce qui est tolérable, même si je peux entendre qu'il y a des gens qui ont eu cette démarche-là qui étaient malfaisants. Je pense par exemple à Eli Roth, qui a réussi un coup d'éclat avec Hostel 1, et qui ensuite, toute sa filmo a été basée sur juste le fait de montrer des trucs pas fun à l'image, sans vraiment raconter grand-chose. Je suis d'accord que c'est le genre d'écart qui peut exister, mais pour un Eli Roth, peut-être qu'on n'aurait pas eu la carrière de James Wan, par exemple. Voilà. C'était tout ce que j'avais à dire, et la musique vient de se terminer. Incroyable transition. Mais c'est dommage, parce que c'était pas la dernière news. La dernière news qui en fait n'est pas directement liée à l'horreur. Mais qui est importante, parce que je pense que ça va devenir un sujet dans le cinéma d'horreur aussi. La cancel culture, ces connards de woke qui nous empêchent de regarder nos films racistes. Oh, mais parlons-en, ça suffit là, hein. Alors, on va développer un peu. Mon opinion, c'est qu'il faut soumettre la question à un groupe de... La transition incroyable de Ruiz Alvarez qui avait call qu'on allait parler de ça. C'était un petit peu dans le titre du live, il faut bien le reconnaître. Alors, l'article de Variety qui est sorti, qui a fait pas mal parler de lui ces dernières heures, littéralement. Moi, j'ai vu ce tweet-là hier avant d'aller me coucher. Enfin, le tweet de cet article-là. On va faire un petit résumé. Le 28 août 2024, Amanda Stenberg, l'actrice lead dans la série Star Wars The Acolyte, avait posté une vidéo de 8 minutes et demie, c'est une vidéo sur son compte Instagram, qui commentait la décision de Lucasfilm de ne pas renouveler la série pour une saison 2. Qui du coup, la série avait été streamée sur Disney+. Ça n'a pas été un très grand choc pour moi, a dit Stenberg. Depuis que la série a été annoncée en 2020, elle continue de dire, nous avons expérimenté, nous avons constaté une nuée, a rampage, je sais pas comment on dit rampage en français, mais en gros une espèce de campagne, si ce n'est carrément une campagne hyper conservatrice de bigot au vitriol, de préjudice et de haine et de langage haineux envers nous. C'est-à-dire qu'en fait, dès que la série a été annoncée, le seul fait qu'on voyait une femme noire à l'écran a suffi à faire péter un câble à tous les puceaux d'Amérique et du monde. En d'autres mots, The Acolyte était la dernière cible au profil de la toxic fandom. Comment on traduit ça en français ? C'est en gros de la fanbase toxique. Il n'y a pas vraiment de traduction pour fandom. Qui est le terme un peu attrape-tout quand la critique des fans s'éloigne du mécontentement de bonne foi pour aller vers une campagne en ligne intégralement négative,
et contre le projet en lui-même ou contre les stars qui interprètent des personnages ou contre les dirigeants créatifs du projet. Désolé, hein, je lis en même temps. Alors, je vous préviens, l'article, c'est un peu du ouin-ouin. L'article est un peu ouin-ouin et ne propose pas grand-chose comme solution, et la solution qu'il propose est encore pire que encore pire que le problème, non, toute chose égale par ailleurs tout de même, mais sa solution est abominable. On discute après de ce que j'en pense de tout ça. À une heure où l'économie des franchises sont de plus en plus dépendants des audiences établies, enfin de la dévotion des audiences préétablies, pour aller au fond de l'affaire, la menace d'une fandom toxique. En gros, c'est un gros bordel pour les studios et ça ne va pas en s'arrangeant. Ça vient avec le métier, mais c'est devenu de plus en plus dur ces dernières années. Dit un vétéran du marketing, un exécutif du marketing d'une major du cinéma. Les gens veulent du sang, sans rapport. Les gens veulent du sang. They think the purity of the first version. Ils pensent que les originaux ne peuvent jamais être remplacés, ou si vous avez fait quelque chose pour déranger le canon initial d'une franchise adorée, eh bien ils vont tout faire pour vous jeter plus bactère. Des fois, les fandoms toxiques se comportent relativement bien. Oui. Un épisode de House of Dragon où deux personnages féminins s'embrassent, ou un épisode de The Last of Us concentré sur un couple gay avait par exemple été review bomb. C'est la pratique d'aller sur Rotten Tomatoes ou IMDb ou tous les sites qui référencent un petit peu les épisodes de séries ou les films pour du coup review bomb, c'est-à-dire les noter 1 sur 5 alors que l'épisode n'est pas si mal que ça, mais que juste la présence de personnages LGBT ou racisés suffit à rendre l'épisode mauvais. Qui était devenu un sujet majeur en 2017 après la sortie de The Last Jedi, qui effectivement avait reçu du review bombing en masse à l'époque, ce qui était plutôt réservé aux séries avant, et là d'un coup ça venait dans un film majeur. Et tout un écosystème YouTube a été dédié au fait de déclarer des projets comme The Marvels, The Boys comme étant de la merde woke. Avec d'autres sobriquets charmants. Ce qui est adorable avec The Woke, c'est qu'ils ont attendu avec The Woke. Ce qui est adorable avec The Boys, c'est qu'ils ont attendu la saison 3 pour se rendre compte que c'était woke. Genre une super-héroïne néo-nazie, ça vous avait pas suffi pour vous faire comprendre qu'Homelander était le méchant. Eh ben, il s'agirait d'avoir passé le brevet des collèges quand même. Ça manque cruellement là. Ça manque vraiment cruellement. Récemment, le backlash a commencé avant que le projet ait vu même la lumière du jour, puisque le méga thread dédié à Bridgerton, qui a casté une femme noire. Bon, alors ça, je connais pas Bridgerton, donc je vais skipper ce paragraphe, mais c'est la même chose, par exemple, avec The Rings of Power, où tous les personnages noirs qui ont été castés ont été dit « c'est pas réaliste, Numénor, il n'y a pas de noir, bref, en gros, je vais abréger parce qu'en vrai c'est un peu long, mais c'est un long article de oh là là, les gens ils sont pas gentils, ce qui est tout à fait vrai. Hein. Je résume parce qu'en fait j'aime pas le fond de l'article, mais c'est en gros un peu un état de fait de ce que c'est que la fandom aujourd'hui et d'à quel point elle est devenue fascisante. Parce qu'évidemment ils vont pas dire ce genre de termes, c'est un journal américain, ils osent pas. Mais il y a une fascisation du débat sur les fandoms et l'horreur sera tôt ou tard touchée. C'est même déjà un petit peu le cas, hein, mais voilà, en gros, là, il résume un petit peu aussi le fait que certains studios ont fait des pas dans le terme de s'affronter à la fandom, par exemple, avec du coup voilà, Lucasfilm qui avait posté un statement pour dire il y a plus de 20 millions d'espèces sentientes dans la galaxie de Star Wars, ne choisissez pas d'être un raciste, mais tout ça, ce sont des mots et pas des actes, ce qui du coup fait souvent pas grand chose, hein. On se souvient quand même de Disney qui fait des grandes déclarations sur le droit des LGBT avant au Sénat de la Californie faire du lobbying pour des sénateurs qui veulent ouvertement interdire l'existence de personnes homosexuelles. On adore l'hypocrisie du capitalisme.
Les Chroniques de Brightland, que je recommande étrangement, a vu la reine Charlotte être castée par une femme noire et ça a fait les gens. Je connais pas la saga, donc je saurais pas dire, mais de base, je pense que c'est une critique assez basse de dire oh, c'est une femme noire, donc c'est pas réaliste. Mettez des empereurs romains noirs, là, comme ça tout le monde va péter un câble et ça va être super. Je le pense sincèrement. Les Tardicières, oui, voilà. Et en gros, voilà, là, ça résume un petit peu les actions un peu symboliques qu'ont pu avoir les studios, de dire, voilà, vous êtes bienvenus ici, avec du coup tous les membres du cast qui portaient des oreilles d'elfes noirs. Voilà, tout ceci écrit en elfe, machin. Et sauf que le problème, c'est que les studios veulent une solution. Parce que, c'est ce que ça dit aujourd'hui, c'est qu'il y a, en fait, il y a une comment ça s'appelle? Il y a effectivement un impact économique à tout ça. L'article en parle un petit peu. J'ai arrêté la traduction en entier parce qu'en fait l'article est un peu long et répète un peu les mêmes choses. Mais c'est effectivement, ça a un impact économique. Ça a un impact économique, c'est malheureux, mais le boycott fait par des hordes de fachos en devenir, ça a un impact. Ça a un impact, ça diminue, au minima, ça diminue les ventes de billets pour aller voir les films, ça diminue le nombre de clics qu'il y a sur les VOD quand on parle de plateformes de streaming. Et même quand c'est un succès, eh ben, il ne faut pas sous-estimer le fait que le business culturel, ça reste du business, et que les apparences peuvent parfois peser plus que les chiffres. Et en fait, il y a des sagas qui ont été des succès. Comme, bah, évidemment, Marvel, hein. Leurs films qui ont été traités de « Ah, Wokistan, machin, Miss Marvel, tout ça », ils ont été review bombes, mais ils ont fait leurs chiffres. Sauf que le fait est que ça prend un impact. Ça finit par avoir un impact sur les décisionnaires qui en ont marre de voir leurs films notés constamment 3 points en dessous de ce qu'ils avaient prévu, qui voient qu'il y a plein de gens qui ne vont pas forcément voir le film passer la sortie initiale. Ça a un impact, et du coup, ce que ça a donné... Pour ça, je vais devoir aller sur mon profil Twitter. Followez-moi sur Twitter, je suis un critique très important. Et voilà, ce que ça a donné de pire, désolé, je crois que c'était dans l'article, mais bizarre. Mais en gros, voilà. C'est qu'en gros, certains studios, alors l'article est anonymisé, donc on ne sait pas exactement ce que ça va impliquer. Si c'était ça. Attends, mais je retrouve pas le paragraphe où ils en parlent. Attendez, faut que je retrouve le passage où ils en parlent parce que c'est le plus important. Excusez-moi, hein. C'est les aléas du direct. Ouais. Mais, attendez, mais j'ai pas vu où était le passage où ils en parlaient. Alors, attendez. Alors, ben, je vais me contenter du tweet parce qu'en fait, il résume un petit peu le fond de ce que l'article disait. En gros, certains studios, donc là, ça parlait notamment de MGM et de Disney, certains studios rassemblent des groupes de focus. Donc, en gros, c'est des groupes de travail de super fans pour noter et pour évaluer différents matériels pour des franchises, pour éviter des backlash, comment on traduit ça en français, pour éviter des retombées négatives sur les réseaux sociaux. Ils vont juste nous dire, si vous faites ça, les fans vont répliquer. If it's still enough and the movie isn't finished yet, we can... Voilà. Si c'est remonté suffisamment tôt dans le processus de production et que le film n'est pas déjà terminé, nous pouvons faire ce genre de changement. Et c'est une catastrophe. Genre, je n'ai pas les mots pour vous dire à quel point je trouve cette déclaration, qui encore une fois est très early, hein. On ne sait pas à quel point ça a déjà été mis en place, mais ça pourrait être une catastrophe au niveau de l'industrie du cinéma parce que, hop, on va mettre comme ça, parce que les fans ne devraient avoir aucun poids sur la création artistique. Et on va commencer
par l'aspect purement artistique, intello, prout-prout, petit bourgeois que je suis grâce à mes études, qui est la critique artistique. Et ensuite, on partira dans le côté gauchiste de la force en disant pourquoi c'est notamment dangereux de faire ça dans une période de fascisation, au moins du débat public. Pas forcément de la société, mais du débat public. D'un point de vue artistique, c'est une catastrophe parce que les fans ne savent pas ce qu'ils veulent. Vous êtes bêtes à manger du foin, les fans. Moi aussi, si tu me dis, tu prends une saga que j'adore et tu me dis ce que je veux, mais évidemment que je vais sortir des trucs nuls, parce que j'ai un attachement émotionnel qui ne me permet pas d'avoir la clairvoyance d'un artiste. C'est le but d'un artiste, c'est de dire des trucs. C'est quand même la base. Enfin, je veux dire, quand on peignait des trucs sur les grottes de Lascaux, on n'était pas en train de se demander « Ah oui, mais attends, Gronulf qui a peint ça il y a 70 ans, il serait pas d'accord avec ma version du tigre à dents de sabre ?» Pitié. Un artiste, son but, c'est de vous donner quelque chose pour rêver. Et si vous vous contentez d'artistes qui ne font que copier des copies de copies qui ont été faites dans les années 70 parce qu'on ne pourra jamais rivaliser avec les anciens maîtres, vous n'aurez que de la merde. Voilà, c'est dit. C'est si naïf de penser qu'il est possible de contenter les fans. Ils ne sont pas particulièrement fans des œuvres, mais fans de leur propre enfance. Exactement, c'est un autre point, c'est que tu ne peux pas reproduire En fait, tu peux reproduire le succès d'un film. Par contre, tu ne pourras pas reproduire l'aspect Madeleine de Proust. Star Wars 7, certainement que ça a été le Star Wars d'enfance de plein de gens. Sauf que du coup, c'est une émulation tiédasse du sentiment d'émerveillement qu'ont connu nos parents. Et c'est nul. Désolé, hein, je suis pas très fan des nouveaux Star Wars. Et c'est nul, pas dans le sens où on n'a pas le droit d'aimer la postlogie, c'est pas la question, c'est que ça propose rien. Et l'art, c'est proposer des trucs. Alors que si tu fais des conventions de fans qui vont te dire « Ah, attention, ça, on veut pas. Ah, attention, ça, c'est dangereux. » C'est la fin de l'art, littéralement. Et dans mon tweet, j'avais précisé, je sais qu'il existe déjà des cabinets de consulting pour marketer la distribution, hein, mais c'est là une phase nettement plus industrielle et néfaste. Et évidemment que dans des trucs aussi périlleux que des films, ça date pas d'hier qu'il y a des comités marketing qui disent « Ah, alors là, si on sort un film à cette période-là, faut savoir que les 18-25 ans... ils vont plutôt être pour, mais que 6 mois avant, il y a tel film qui est sorti, donc peut-être qu'ils auront eu leur sortie médiévale fantastique de l'année. » Évidemment que ça rentre en ligne de compte et que l'industrie du cinéma, ça reste une industrie avec du coup tout ce que ça implique de marketing. Mais pousser le vice jusqu'à demander de la satisfaction client, parce que c'est ça que c'est, littéralement des fans qui viennent dire « Ah non, par contre, si vous mettez si vous mettez une noire reine de Numénor, ça va gueuler. » C'est l'équivalent d'un téléachat où des connards débarquent pour dire mon aspirateur, je comprends pas, il aspire pas mon chat. Je veux me débarrasser de mon chat, mais il l'aspire pas. J'ai pas de métaphore dans ma besace là. Pour un produit, ça peut s'entendre que tu veuilles le retour des clients, savoir est-ce que ça aspire bien, est-ce que le four à micro-ondes il part en combustion spontanée. Ce sont des choses intéressantes à savoir dans un retour consommateur. Dans un film, savoir qu'il y a des bigots d'extrême droite fanatiques qui disent que Numénor ne devrait pas être dirigé par une femme noire, on s'en fout. La question, c'est est-ce que l'histoire racontée est passionnante à suivre ? Moi, je trouve que la réponse est non, mais c'est un autre sujet. Et est-ce que l'actrice est bonne ? Ça devrait être les deux seules questions qui sont intéressantes à poser par rapport à un casting. Est-ce que l'actrice fait le taf ? Et est-ce que le personnage, en tant qu'outil narratif, remplit son rôle ? Là, on peut discuter. Et le pire, c'est que sur Les Anneaux de Pouvoir, je suis pas très fan, justement, parce que je trouve que c'est pas très poussé narrativement, etc., etc. Mais le dernier défaut de la série, c'est bien qu'il y ait des personnages noirs. Et là, évidemment, je passe à la deuxième partie directement. Mais au-delà du questionnement artistique, de est-ce que le public doit... Non, le public ne doit rien avoir à faire là-dedans. D'autant plus quand c'est un public fascisant. Je suis contre l'impact du public, enfin la participation directe du public dans une œuvre, même si c'était pour une œuvre de gauche. Mais je trouve ça d'autant plus scandaleux quand on parle de
potentielles décisions éditoriales qui vont avoir un impact dans la vie quotidienne de minorités qui sont déjà dans la merde. Parce que il faut se méfier sur la question de la représentation. Ça a pendant longtemps été un peu l'alpha et l'oméga de la lutte des artistes, en disant à partir du moment où on met des noirs à l'écran, ça va diminuer le racisme. Non, typiquement dans les années 70-80, il y avait beaucoup de personnages noirs américains représentés dans le cinéma, mais c'était des personnages particulièrement clichés, donc représentation n'est pas égale à inclusion. Il y a une petite différence entre les deux. Donc évidemment que ça fait pas tout, mais ça a un impact. Ça a un impact. Tu peux pas nier que, par exemple, Black Panther, si ça a été une des meilleures sorties de Marvel, c'est parce qu'enfin on proposait un personnage principal noir dans une saga blockbuster super-héroïque. Bon, il y avait Blade avant, mais personne n'a vu Blade. Si vous avez vu Blade quand vous étiez petit, vous avez des parents qui avaient du goût, mais globalement, personne ne l'a vu. Ça a un impact. Ça n'est pas neutre d'avoir ce genre de représentation, y compris des représentations qui n'ont pas de sens. Dans le sens où, pour reprendre par exemple ce que disait le JDG sur Rings of Power, oui, mais dans Le Seigneur des Anneaux, les populations ont une logique un peu, comment dirais-je, démographique, et du coup, qu'il y ait des noirs à Numénor, ça n'a aucun sens. Bon, déjà, source, parce que globalement, les couleurs de peau sont pas spécialement décrites dans le livre Seigneur des Anneaux. Il y a même, alors pour les hobbits, c'est même carrément décrit qu'ils sont noirs, pour le coup, dans certains chapitres du moins. Monsieur Time parlait mieux de Blade. Non mais c'est trop bien Blade, mais personne l'a vu à sa sortie. C'est un film qui a fait sa répute après, et c'est trop bien. Mais en gros voilà cette rhétorique de mais faut que ça colle au scénario. Je peux l'entendre, mais faut que ce soit une vraie critique sincère, et la plupart du temps c'est l'arbre qui cache la forêt pour dire ah mais en fait moi je veux pas de noir du tout. Parce qu'ils vont trouver des milliards de réponses. Genre pour la petite sirène, des gars avaient expliqué qu'elle pouvait pas être noire parce que les rayons du soleil ne pouvaient pas traverser l'océan assez profond pour qu'elle ait le teint de peau noir. Sérieusement, ce sont des sirènes. Des putains de sirènes. Vous êtes tout ce qui va pas dans l'art. Voilà, c'est dit. Je sais même pas comment développer plus que ça en réalité, parce que en fait, ça rend démuni cette affaire, parce que on va un peu prendre du dézoom là-dessus. C'est que il y a une fascisation du débat public. Ça, globalement, c'est un peu dur de dire non. Est-ce que c'est une fascisation de l'opinion publique au global? Moi, je suis plus mesuré là-dessus. Mais en tout cas, sur les personnes qu'on entend le plus, qui sont le plus retweetées, qui ont le plus de soutien dans les médias, c'est clairement à l'extrême droite qu'on les entend le plus parler. Et ça a un impact sur nos représentations culturelles. Parce qu'effectivement, on va parler sérieusement. Il y a du pinkwashing au cinéma. Il y a des prods qui cochent des cases et qui disent « Ah là, il faut faire plaisir à tel type d'audience. » Et le type d'audience de gauche, ou LGBT, ou racisé, ça fait partie des cases. C'est vrai. Évidemment que ça existe. Mais j'ai envie de dire, et alors? Évidemment que, par exemple, on va prendre un exemple historique. Comment ça s'appelle? L'actrice qui jouait l'esclave de maison dans Autant on emporte le vent, je ne me souviens jamais de son nom alors que c'est une héroïne, cette femme. Je vais retrouver son nom direct. Gone with the wind. Je vais retrouver son nom parce que c'est Mamie. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Actrice Hattie McDaniel. Hattie McDaniel, à l'époque de la sortie de Gone with the Wind, elle avait une interview assez célèbre où, en gros, on lui disait « Mais vous perpétrez des clichés racistes » parce qu'effectivement, elle interprétait une esclave de maison dans un film qui lui-même était profondément raciste. Sauf qu'elle disait « Je pouvais être payé $7 de l'heure à jouer une femme de ménage, ou je pouvais être une femme de médaille, parce qu'elle mérite des médailles, cette femme. Je pouvais être une femme de ménage à être payée $7 de la journée. » Évidemment que l'apparition des premiers acteurs noirs dans les films américains, qui avant étaient présentés via des blackface, ça a été des représentations nulles. Ça a été des représentations nulles parce que tous les réalisateurs et scénaristes étaient à minima des blancs libéraux nuls ou au pire des blancs conservateurs nuls. Mais ça a changé.
Parce qu'à force qu'ils soient présents, et bah du coup, les personnes noires ont pu rentrer dans des universités, ont pu suivre des cours de mise en scène, réaliser eux-mêmes leurs films, écrire eux-mêmes leurs scénarios, et avoir une boucle un peu rétroactive où maintenant, et bah globalement, les personnages noirs sont mieux écrits qu'avant. C'est pas le cas dans 100% des films, évidemment. Mais allez pas me dire que c'était mieux dans les années 50, pitié. Mais voilà, précisément, Rusard, je suis assez d'accord. C'est cynique, mais c'est aussi une strat marketing pour caster des gens de couleur dans des rôles précis pour créer du débat, des polémiques et donc faire parler de l'œuvre. Il y a aussi un petit peu de ça, c'est vrai. J'avais pas eu la fin de la phrase, mais globalement, je suis d'accord avec toi. Mais où est-ce que j'allais avec Hattie McDaniel? C'est que évidemment que voilà, les premières représentations sont toujours catastrophiques. Mais ça peut aller vers le mieux. C'est pas forcément un chemin unique. Faut aussi beaucoup se méfier de cette vision un peu idéaliste de le progrès, ça va toujours vers l'avant, on pourra jamais revenir en arrière. Non, les années 80 dans la représentation des Noirs au cinéma est nettement plus réactionnaire que les années 70. C'est parce qu'il y a eu un tournant politique à droite et du coup, le cinéma a suivi. Là, je vais faire mon gros littéraire gauchiste à la noix, mais Trotsky disait qu'une œuvre ne peut être que le miroir de sa période. Et inversement. C'était un malin, le grand. Et en gros, ce qu'il disait par rapport à ça, c'est que une œuvre, ou même un cursus d'œuvre, un corpus d'œuvre ne peut pas influencer une société entière, mais elle n'a pas zéro impact. Tout comme les changements de mœurs d'une société vont avoir un impact sur les œuvres produites. Tu ne peux pas produire Black Klansman dans les années 90. C'est inaudible dans les années 90 de produire un film pareil qui accuse aussi directement l'État américain pour la complaisance qu'il avait avec le Ku Klux Klan dans les années 60. C'était impensable. En 2010, après Black Lives Matter, après Occupy Wall Street, même après le Watergate, j'ai envie de dire, même si c'était beaucoup plus avant, là, ça devenait possible. Là, tu pouvais commencer à dire, ok, là, il y a un lien entre l'État raciste américain et la version la plus violente de cet État raciste, qui était soi-disant interdit, mais en vrai totalement toléré. Ça peut revenir en arrière. Et du coup, tout ça pour revenir au sujet de base qui était est-ce qu'on doit écouter les fans? Surtout pas. Surtout pas, parce que actuellement, ceux qui ont le plus de force, d'impact sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur le review bombing, sur l'influence aussi, hein, sur les youtubeurs et tout ça, ben ça reste l'extrême droite. Donc si des studios choisissent des super fans, mais devinez qui ce sera. Ce sera évidemment des psychodéliques. Ce sera des gens comme ça qui ne font que empoisonner le cinéma avec tous leurs avis désastreux, là, et qui le feront revenir 30 ans en arrière. Ne croyez pas que Disney va se retenir. Ça, c'est un truc par rapport au pinkwashing que des fois les gens sont un peu naïfs à se dire oui, mais maintenant c'est fait. C'est fait, on a de la représentation LGBT, on a de la représentation racisée, ça peut pas revenir en arrière. On peut pas revenir dans les années 60. Bah si, on peut y revenir, et c'est bien ça le problème. Je ne le souhaite pas, évidemment, mais du coup... Your next move is critical. Merci beaucoup pour le follow, je te remercie tout de suite après. Je finis mon argumentaire et je te remercie tout de suite après, mais merci beaucoup pour le follow. C'est un phénomène qui peut s'inverser. Et donc, il faut aussi être proactif. C'est que là, moi, j'ai ma chaîne YouTube où je fais 30 vues, hein, je vais pas changer le monde, mais ce genre de pratique marketing est dangereuse parce qu'elle peut faire reculer les droits sociaux. Ça paraît ouf de se dire si la suite de La Petite Sirène, c'est une femme blanche au lieu d'une femme noire, ça va faire reculer les droits des Noirs américains. Évidemment que non, ça va pas se faire en une fois. Mais petit à petit, à force qu'on se dise « Ah non, vaut peut-être mieux pas le faire. Hein. Non, c'est peut-être dangereux. On va peut-être pas dire qu'il est gay. » Du coup, on va juste dire qu'il est pas gay. On va dire « Relisez Rhinocéros. » Relisez Rhinocéros. C'est littéralement ça, le truc du livre, c'est que les gens enlèvent des mots petit à petit de leur langage jusqu'à ce qu'ils ne sachent plus parler que le langage de l'extrême droite. En plus, la représentation LGBT de Disney, c'est vraiment du basique à la limite de l'invisibilisation. Je suis tout à fait d'accord, Alphart. Alphart FR. Et du coup, je suppose que c'était toi le follow, que je vais du coup remercier nominativement, Alphart FR. Merci beaucoup pour le follow et merci pour ton commentaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Désolé, je me suis emporté pendant longtemps, mais je pense que c'est important. Et c'est un peu ça la fin de mon argumentaire qui a duré beaucoup trop longtemps, c'est ça peut changer. C'est pas acquis. Je change pour Alphart. Alors, ça devient un jeu de mots graveleux, mais... mais je t'en prie. Non, du coup, attends, que je prononce bien ton nom.
Altar FR, on va t'appeler. Altar FR, voilà. Ce sera quand même plus. Et du coup, voilà, le point que je voulais faire, c'est que ça peut changer. Et du coup, il faut être proactif dans ce genre de choses. L'extrême droite influence le cinéma et le jeu vidéo, évidemment, on n'en a pas parlé, mais bordel, qu'est-ce que la sortie de Space Marine 2 m'a saoulé sur le genre de débile incel qui en commentaire, bah voilà, enfin un jeu. Bref, le jeu vidéo compte aussi. L'extrême droite a ses médias, a ses relais d'influence, a sa presse. Bah, il faut contre-attaquer. Et il faut dire qu'on les lâchera pas. Parce que l'art, c'est pas un truc qui existe dans un vide. Et il faut assumer de vouloir avoir une influence sur l'art aussi. Oui, la modération est aussi gauchiste que le streamer. Ouais, moi, moi j'aime bien parce que dans tous les espèces de trucs de management en mode oui, comment faire grossir sa chaîne Twitch, ils disent tous faut pas être clivant. Ouais, j'ai entendu parler de cette théorie. Ouais. Je ressens une modération de qualité dans ce chat. Tu as tout à fait raison, globalement. Raoult, c'est top notch. Hein, top notch. Voilà, je vais en finir avec la VOD. Sur Twitch, on reste connected. Pour ce qui est de la VOD, on va s'arrêter ici. C'était très radio libre. Hein. Là, c'était beaucoup plus décousu que d'habitude, mais voilà, un time between Ghost Political. On va s'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à follow cette chaîne YouTube, mais aussi à venir sur Twitch. Vous voyez, il y a un chat ici. Vous pouvez réagir en direct. C'est l'interconnexion. Allô. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Ciao.